Les bottes de John Merritt frappaient l'allée de gravier avec le même rythme régulier qu'il avait porté pendant ses 3 missions en Afghanistan. Le poids familier de son sac de sport pesait sur son épaule alors qu'il approchait de la porte d'entrée de ce 2 étages, habité par la chaleur coloniale depuis 8 ans. L'air d'octobre à Knoxville portait un parfum de feuilles brûlées et annonçait l'hiver. Il tendit la main vers ses clés, puis s'arrêta. Quelque chose clochait. La maison était trop silencieuse. Pas de lumière aux fenêtres. Aucun son de Riley jouant du piano ni le rire de Noah résonnant dans le jardin. John essaya la poignée de la porte. Déverrouillée, Marie. Sa voix brisa le silence lorsqu'il entra. Riley. Noah. Le salon était exactement comme dans ses souvenirs. Même canapé beige, même table basse jaunie par d'innombrables soirées cinéma. Mais le vide flottait dans l'air comme de la fumée. John posa son sac et traversa la maison avec cette précision minutieuse qu'il avait maintenue en vie outre-mer, cuisine vide, salon vide. Il monta les escaliers 2 par 2. Riley, il poussa la porte de sa chambre. Le lit était fait, mais ses peluches avaient disparu. Les photos de sa table de nuit aussi. La chambre de Noah racontait la même histoire. Jouets disparus, vêtements disparus de la commode, John serra les dents. Il retourna à la cuisine et vit ce qu'il avait manqué lors de son premier coup d'œil. Une enveloppe blanche appuyée contre la salière sur la table. Son nom était écrit dessus de la main de Marie. Il la déchira. John, je suis passé à autre chose. J'ai rencontré quelqu'un de mieux. Je veux la maison et les enfants. Ne résiste pas. Cette Marie. John lut la lettre 2 fois. Puis il la plia soigneusement et la glissa dans sa poche arrière. Il se dirigea vers le réfrigérateur et en sortit une bière, décapsulant le bouchon avec une aisance experte. L'horloge de la cuisine fit tic-tac. Dehors, le chien d'un voisin aboya. John but sa bière et fixa la chaise vide où son fils avait l'habitude de s'asseoir pour le petit déjeuner. Celle avec des marques de crayon sur les accoudoirs en bois témoignait de 12 ans de mariage. 2 enfants, 3 déploiements qu'il avait tenus éloignés pendant des mois. Mais il rentrait toujours. Il revenait toujours vers eux. John termina sa bière et attrapa son téléphone. Le cabinet d'avocat Patterson et associés occupait le 3e étage d'un immeuble du centre-ville qui sentait le café, déçu. John était assis en face de Jim Patterson, un homme corpulent au regard bienveillant qui avait traité des affaires juridiques pour plusieurs hommes de l'unité de J. Elle a déposé sa demande il y a 2 semaines, dit Patterson en faisant glisser des documents sur son bureau. Un garde exclusive, droits exclusifs sur le domicile conjugal. Elle demande une pension alimentaire pour enfants et une pension alimentaire. John parcourut les documents. La signature de Marie, en bas de page, semblait différente, plus assurée. Boulder. Quelles sont mes chances? Patterson se renversa dans son fauteuil. Franchement, pas terrible. Tu as été déployé pendant 8 des 18 derniers mois. Son avocat va te dépeindre comme un père absent. Je sers mon pays. Je le sais. Tu le sais. Mais les juges aux affaires familiales voient beaucoup de divorces de militaires. Le récit est toujours le même, le soldat rentre changé. La famille s'effondre. La voix de Patterson s'adoucit. Je ne dis pas que c'est juste. Je dis que c'est la réalité. John a soigneusement déposé les papiers. Qui est son avocate? Delaney Cobb. Elle est douée. Impitoyable. Cher. Combien cher? Plus que ce qu'un propriétaire de salle de sport devrait pouvoir se permettre. John a levé les yeux brusquement. Propriétaire de salle de sport. Son petit ami, Tredob, possède un endroit appelé Iron Paradise, sur Kingston Pike. Patterson a sorti un autre dossier. J'ai fait quelques recherches. Les affaires ne marchent pas bien, d'après ce que je vois. Beaucoup de dettes. John a mémorisé le nom. Tredes. Il s'en souviendrait. Quelle est la prochaine étape? La première audience est lundi. Elle demandera la garde temporaire et l'usage exclusif de la maison. Tu auras droit à des visites surveillées si on a de la chance. Patterson a croisé le regard de J. Je dois te demander s'il y a eu violence conjugale, alcool, quoi que ce soit qu'elle puisse utiliser contre toi. Non. TSPT. La main de John s'est crispée sur l'accoudoir de son fauteuil. Je vois un thérapeute. Obligatoire après le déploiement. Ça pourrait jouer en notre faveur ou contre nous.
Ça dépend comment son avocate va présenter les choses. John se leva. Je veux voir mes enfants. John, je veux voir mes enfants. Du côté de Patterson. Laisse-moi passer quelques coups de fil. Le café près du campus de l'Université du Tennessee bourdonnait de conversations étudiantes et du sifflement des machines à expresso. John était assis dans un box d'angle, surveillant la porte. Jules arriva avec 10 minutes de retard, sa tenue d'hôpital portant encore les traces de son service. Désolé. Elle se glissa sur le siège en face de lui, ses cheveux noirs tirés en queue de cheval. À 31 ans, Jules paraissait plus jeune que son âge, mais son regard affichait le calme immuable de quelqu'un qui avait vu les gens au plus mal. Et les aider. Bref, triple traumatisme aux urgences. Accident de voiture. Tout le monde va bien? 2 sur 3. Jules étudia le visage de son frère. Tu as l'air affreux. Merci. Elle tendit la main par-dessus la table et lui toucha la main. Raconte-moi ce qui s'est passé. J lui expliqua la maison vide, la lettre, les papiers juridiques. Jules écouta sans l'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. C'est ce qu'elle dit quand il eut fini. Bijou. Non, je suis sérieux. 12 ans, John. 12 ans que tu lui as été fidèle, que tu as subvenu à ses besoins, que tu as protégé ce pays pour qu'elle puisse dormir en sécurité dans son lit. Et c'est ainsi qu'elle te le rend. John se souvient de ses débuts, de sa rencontre avec Marie lors d'un barbecue, quand il avait 24 ans et elle 21. Elle étudiait le marketing à l'Université du Texas. Brillante, ambitieuse et belle à tel point qu'il en oublia son propre nom. Il était en poste à Fort Campbell, puis revenait de son premier déploiement, encore assez jeune pour croire que l'amour pouvait tout vaincre. Leur mariage avait été parfait. Petite cérémonie en montagne, des bijoux en guise de demoiselle d'honneur, ses camarades de l'armée à ses côtés en uniforme. Marie avait voulu une grande fête, mais ils avaient fait des compromis. Ils avaient fait des compromis sur beaucoup de choses. Riley était né 2 ans plus tard, lors de son 2e déploiement. Il avait obtenu une permission d'urgence et était rentré chez lui pour tenir sa fille dans ses bras pour la première fois. Ce petit miracle avec les yeux verts de Marie et son menton têtu. Noah était arrivé quand Riley avait 3 ans. Encore un enfant parfait qu'il appelait papa, montait sur ses épaules et lui donnait l'impression d'être l'homme le plus important du monde. Mais les déploiements étaient devenus plus longs. Les missions plus dangereuses. Et Marie était devenue rancunière. « Tu n'es jamais là », avait dit Chid lors de leur dernière dispute, 3 mois avant ce déploiement. « J'élève ces enfants seuls. Je fais ça pour toi, pour eux. Tu fais ça pour toi, parce que c'est plus facile que d'être ici à affronter la vraie vie. » John avait voulu argumenter, mais une part de lui savait qu'elle avait raison. Le combat était simple. Objectif clair, ennemi défini, succès mesurable. La famille était plus compliquée. La terre pour John. Jules agita la main devant son visage. Où es-tu allé? Nulle part. Il se concentra sur sa sœur. Il dit que quelque chose clochait chez ce type. Très, je l'ai rencontré à l'épicerie le mois dernier. Il était avec Marie et les enfants. Jules serra les dents. Vraiment charmant. Vêtements de marque, montres de luxe. Il n'arrêtait pas de parler de ses projets commerciaux. Mais il y avait quelque chose chez lui. La façon dont il regardait les autres femmes en tenant la main de votre fils. Sa façon de parler à Marie comme si elle était sa propriété. Que disaient les enfants? Rien. Ils étaient silencieux. Riley avait l'air effrayé, ce n'est pas le mot juste. Prudente peut-être, comme si elle marchait sur des œufs. John a rangé cette information. Sa fille n'avait jamais été prudente. Riley était fougueuse, insolente et avait des opinions sur tout, des devoirs à la politique mondiale. Si elle était silencieuse, c'est que quelque chose n'allait pas, j'ai besoin d'un service, a-t-il dit. Jules a hoché la tête. N'importe quoi. Tiens-toi à l'écoute. Tu travailles à l'hôpital. Tu entends des choses. Les gens parlent. Tu veux que je les espionne? Je veux que tu sois attentive. Il y a une différence. Jules a souri. La première expression sincère qu'elle avait affichée de l'après-midi. Voilà le frère que je connais. Froid et calculateur. Je ne suis pas froid. Tu l'étais quand on menace ta famille. Tu te souviens de Tommy Henderson au lycée?
Celui qui m'a coincé à cette fête. John se souvenait que Tommy s'était retrouvé avec le nez cassé et une nouvelle compréhension des conséquences. C'est différent. Il dit, non, répondit Jules. C'est exactement pareil. Le lendemain matin, John était assis dans la salle d'audience du juge Harmon Ledger, regardant Marie témoigner de ses échecs en tant que mari et père. Elle portait une robe bleu marine qu'il n'avait jamais vue auparavant, sa coiffure blonde la faisait paraître à la fois vulnérable et forte. Il a raté le 9e anniversaire de Riley, dit Marie en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Il a manqué le premier jour d'école de Noah, le matin de Noël, le dîner de Pâques, notre anniversaire de mariage. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû expliquer à mes enfants pourquoi papa n'était pas là. Le juge Ledger était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard intelligent. Ancien marin, selon les recherches de Patterson, il écoutait le témoignage de Marie avec la même expression neutre qu'il avait probablement arborée pendant 30 ans de procès aux affaires familiales. Delaney Cobb se tenait à côté de Marie, une femme rousse bien habillée, au sourire prédateur de quelqu'un qui bâtirait sa carrière sur le malheur des autres. Elle a guidé Marie à travers une litanie des absences de John, sa distance émotionnelle, son incapacité à établir des liens avec ses enfants. « Votre honneur », a déclaré Cobb, « ma cliente ne demande rien de déraisonnable. Elle veut de la stabilité pour ses enfants. Elle veut un père présent, pas seulement quand cela lui convient. » Jean observait depuis la table des accusés, le visage masqué. Patterson lui avait conseillé de rester calme, de ne montrer aucune émotion, de laisser le procès se dérouler. Mais intérieurement, la rage montait comme une chaudière. Lorsque Cobb eut terminé, le juge Ledger se tourna vers John. « Monsieur Merritt, avez-vous quelque chose à dire ?» John se leva. « Oui, votre honneur. » Il se dirigea vers le centre de la salle d'audience, conscient que Marie l'observait, s'attendant probablement à ce qu'il s'effondre, s'en prenne à lui ou le supplie. Au lieu de cela, il se tint au garde-à-vous et parla du ton clair et mesuré qu'il avait l'habitude d'utiliser pour informer ses supérieurs. « J'aime mes enfants. J'ai servi 3 fois en Afghanistan pour protéger leur liberté et leur avenir. À chaque mission, chaque jour à l'étranger, j'emportais leurs photos avec moi. Je n'ai jamais manqué un déploiement, jamais échoué en mission, jamais laissé tomber mon pays ou mon unité. » Il regarda le juge Ledger droit dans les yeux. « Je ne laisserai pas tomber mes enfants non plus. » Le juge Ledger hocha légèrement la tête, nota. « Madame Cobb, que demandez-vous comme ordonnance provisoire ? » La garde temporaire complète pour mon client. L'usage exclusif du domicile conjugal et des visites surveillées pour Monsieur Merritt. 2 heures 2 fois par semaine au bâtiment des services familiaux du comté. Des visites surveillées comme s'il était un criminel. Le juge Ledger réfléchit un long moment. J'accorde la garde temporaire à Madame Langston avec des visites libres pour Monsieur Merritt pendant des heures samedi et dimanche. Aucune surveillance n'est requise. Quant à la chambre, les 2 parties continueront d'avoir accès jusqu'à l'audience finale. Patterson serra l'épaule de J, une petite victoire. Mais John ne regardait pas son avocat. Il observait Tredob dans une galerie, un homme aux cheveux lissés en arrière et à la silhouette musclée, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Trey était assis derrière Marie, une satisfaction béate se lisant sur son visage. John mémorisait chaque détail. La montre chère, les chaussures de marque, la façon dont le regard de Trey parcourait la salle d'audience comme s'il en était propriétaire. Après l'audience, John attendait sur le parking du palais de justice. Il observait Marie et Trey partis ensemble, vit sa main posée avec possessivité sur le bas de son dos, et la manière dont il ouvrit la portière d'une Mercedes noire qui semblait fraîchement sortie du garage. Un propriétaire de salle de sport en faillite conduisait une voiture à 70 000 $. John démarra son propre camion et le suivit à distance. La salle de sport Iron Paradise se trouvait dans une galerie marchande, entre un salon de manucure et un bureau de déclaration d'impôts, ses vitrines étant couvertes de publicités pour des compléments protéinés et des programmes d'entraînement personnalisés. John se gara de l'autre côté de la rue, devant un McDonald's, et observa le bâtiment pendant l'heure de pointe du dîner. 3 semaines. S'était écoulé depuis l'audience au tribunal. 3 semaines de visites surveillées le week-end, où Riley lui parlait à peine et où Noah semblait avoir peur de le serrer dans ses bras trop longtemps. 3 semaines à dormir dans une chambre d'hôtel pendant que Marie vivait chez eux avec un autre homme. Mais John avait été occupé. Il passait devant la salle de sport tous les 2 ou 3 jours, remarquant le parking exigu et le peu de monde qui allait et venait. Il avait fait des recherches sur Tredob en ligne,
trouvant des publications sur les réseaux sociaux regorgeant de restaurants coûteux et de week-ends à Nashville. Il avait même appelé la salle de sport, faisait semblant de se renseigner sur les tarifs d'adhésion et apprenait qu'Iron Paradise peinait à maintenir ses portes ouvertes. Rien de tout cela ne valait la Mercedes, les vêtements de marque ou les frais d'avocat de Delaney Cobb que le téléphone de John avait cassé. Un SMS de Luke Easton, son ancien chef d'escouade, qui travaille maintenant pour le ministère de la Défense à un poste dont il n'a jamais parlé en détail. Ils avaient effectué 2 missions ensemble en Afghanistan, se sauvant mutuellement la vie plus de fois qu'aucun des 2 hommes ne voulait le compter. On se voit ce soir? Important. John fixa le message. Luke n'utilisait pas des mots comme « important » à la légère. Au combat, les avertissements discrets de Luke ont permis à leur escouade de survivre aux embuscades et aux attaques d'engins explosifs improvisés. John tapa à nouveau la Barley S 21h. Venez seul. Les 2 derniers mots firent tiquer John. Ce dont Luke voulait parler n'était pas une conversation informelle. Le bar de Barley était le genre d'endroit où les soldats boivent de la bière et évitent de parler de la guerre. Bois sombre, bière bon marché et un barman qui savait quand écouter et quand se mêler de ses affaires. Affaires. John arriva tôt et s'empara d'une table dans un coin avec vue dégagée sur l'entrée. Luke entra à 9h précises, scrutant la pièce avec la prudence automatique de quelqu'un qui a passé trop d'années dans des endroits où se détendre pouvait coûter la vie. Il était plus petit que John, plus trapu, avec des cheveux grisonnants prématurément et des cicatrices sur les mains dues à l'explosion d'un engin explosif improvisé à Kandahar. Il se déplaçait comme un homme portant un poids invisible. « Tu as une mine d'enfer » dit Luke en se glissant sur la chaise d'en face. « Tu ressembles à un fonctionnaire. » Luke eut un sourire sombre, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Assez près. Il fit signe au barman de lui apporter 2 bières, puis se pencha en arrière et étudia le visage de John. « Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi ? » ?»« Je dors. » »« Du vrai sommeil. Pas cette sieste de combat où l'on se réveille toutes les heures pour vérifier le périmètre. » John ne répondit pas, car Luke le savait déjà. Ils portaient tous les 2 les mêmes cicatrices. La même hypervigilance qui donnait à la vie civile l'impression de marcher sur un champ de mine. « Comment vas-tu ? » ?»« Je vais mieux. J'ai entendu parler du divorce. J'ai entendu parler du petit ami aussi. » John se pencha. « Que sais-tu de Tredob ?» Luke resta silencieux jusqu'à ce que le barman leur apporte leur boisson et s'éloigne. Puis il sortit son téléphone, parcourut un fichier et montra une photo à John. Tredob, dans ce qui ressemblait à un entrepôt, discutant avec un homme en treillis militaire. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise il y a 6 mois. Où est-ce ? Je ne peux pas le dire, mais je peux te dire que Tredob n'est pas clean. Luke rangea le téléphone. Je ne peux pas en dire beaucoup, mais fais attention à toi. Quel genre de pas clean ? Luke but la moitié de sa bière avant de répondre. Le genre qui implique des choses qui font boum et des gens qui ne devraient pas en avoir. J'en sentis un froid lui monter l'estomac. Depuis combien de temps le sais-tu ? On l'observe depuis 8 mois, on monte un dossier. Mais c'est compliqué parce qu'il est assez intelligent pour utiliser les noms des autres, les comptes des autres. Luke croisa le regard de J, les femmes des autres. Les pièces du puzzle s'assemblèrent comme un fusil qu'on assemble dans l'obscurité. La richesse soudaine de Marie, son assurance au tribunal, sa volonté de se battre pour tout. Elle est impliquée. Nous le pensons. Mais le prouver est une autre affaire. Luke se pencha plus près. John, je te dis que c'est un ami. Tiens-toi loin de ce type. Laisse-nous gérer ça. Il vit chez moi avec mes enfants. Je sais, mais si tu fais une bêtise, tu finiras en prison et tes enfants en famille d'accueil. John but sa bière et repensa au silence prudent de Riley. Aux câlins effrayés de Noah. Combien de temps avant ton déménagement ? Ça pourrait être des semaines. Ça pourrait être des mois. Ces choses-là prennent du temps. Je n'ai pas le temps. Luke fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe en papier craft. Il la glissa sur la table. Ça pourrait peut-être aider. Mais John le premier n'était jamais là. Nous n'avons jamais eu cette conversation. John prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. Qu'est-ce que c'est ? Des informations. Utilise-les à bon escient. Visite du samedi matin au centre Nature Ijam. John avait suggéré cet endroit parce que Riley adorait la randonnée et Noah aimait observer la faune. Mais aujourd'hui,
Les deux enfants semblaient plus intéressés par leur téléphone que par les sentiers qui les entouraient. L'air de novembre était vif, les feuilles craquaient sous leurs pieds tandis qu'ils marchaient sur le sentier familier le long de la rivière Tennessee. « Ah, comment va l'école » demanda John tandis qu'il longeait la rivière. « Bien » dit Riley sans lever les yeux de son écran. Madame Patterson dit, « Tu as eu un A à ton contrôle de maths. » Riley hésita légèrement. « Ah, comment sais-tu ça ?» J'appelais l'école. « Je suis toujours ton père, Riley. J'ai le droit de vérifier tes notes. » Elle ne répondit pas, mais John remarqua le rapide coup d'œil qu'elle échangea avec Noah. Ils ont été coachés pour quelque chose. Il le voyait à leur posture prudente, à la façon dont ils évitaient le contact visuel. « Et ce projet scientifique sur lequel tu travaillais ? Celui sur les volcans. Tu l'as rendu. As-tu eu ta note ?» Riley haussa les épaules. B+. John se souvenait de l'avoir aidé sur ce projet avant son déploiement. Ils étaient restés éveillés tard tous les deux à construire un volcan Papache. L'excitation de Riley quand ils ont ajouté du bicarbonate de soude et du vinaigre pour le faire éclater. Elle avait été si fière, si impatiente de lui montrer chaque détail. Maintenant, elle se comportait comme un étranger posant des questions indiscrètes. John essaya de nouveau. « Noah, mon pote, as-tu commencé le foot ?» Noah jeta un coup d'œil à sa sœur avant de répondre. Un rapide regard qui confirma les soupçons de John. Concernant le coaching. Maman dit qu'on ne peut pas faire de sport pour le moment. Trop cher. Maître conduisait une Mercedes et Marie portait des vêtements neufs à chaque fois que John je l'ai vu à la sortie de l'école. La semaine dernière, elle portait un sac à main que John avait reconnu grâce à une publicité dans un magazine. 800 $ pour un morceau de cuir et de métal. Rien dans leur situation financière ne laissait présager une pénurie d'argent. Et tes amis de l'équipe ? Jouer avec eux te manque ? Le visage de Noah se crispa. L'expression qu'il avait depuis 2 ans, essayant de ne pas pleurer. Jimmy m'a demandé pourquoi j'avais arrêté. Je ne savais pas quoi lui répondre. La poitrine de John se serra. Noah jouait au football depuis 4 ans. Il avait des amis dans cette équipe. J'attendais cette saison avec impatience tout l'été. Lui retirer cela était cruel et inutile, sauf si le but était d'isoler les enfants des activités que John avait soutenues. Ils trouvèrent une table de pique-nique avec vue sur la rivière. John déballa des sandwichs et des boissons dans une glacière. La même routine de déjeuner qu'ils avaient suivie des dizaines de fois avant son déploiement. Mais maintenant, ces enfants mangeaient en silence, vérifiant leur téléphone entre chaque bouchée. Riley, John dit finalement, « Regarde-moi. » Elle leva les yeux à contre-cœur. À 9 ans, elle avait déjà belle au point de briser des cœurs un jour, mais ses yeux verts exprimaient une lassitude qui n'était pas présente 6 mois plus tôt. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien. Tu ne m'as pas dit 10 mots en 2 heures. » Riley haussa les épaules. « Maman dit que tu ne tiens pas vraiment à nous. Elle dit que tu ne reviens que parce que le tribunal Y oblige. » Les mots frappèrent John comme des coups physiques. Il garda une voix ferme. « Qu'en penses-tu ?»« Je pense. » Riley regarda Noah, puis de nouveau John. « Je pense que tu es différent maintenant. » Effrayant. Différent. Effrayant comme ça. Tu observes tout comme si tu attendais que quelque chose de grave se produise. John ne pouvait pas le nier. Le combat l'avait changé. Il l'avait rendu hyper conscient des menaces, des issues et du positionnement de tous ceux qui l'entouraient. Mais il n'avait jamais pensé que ses enfants l'avaient remarqué. Je regardais parce que je tiens à vous protéger. De quoi ? John n'avait pas de réponse qui ne sonnerait pas paranoïaque ou qui ne les effraierait pas plus qu'il ne l'était déjà. Au lieu de cela, il tendit la main par-dessus la table et prit celle de Riley. Je sais que les choses sont confuses en ce moment. Je sais que tu es en colère contre moi, et ce n'est pas grave, mais j'ai besoin que tu te souviennes de quelque chose. Il regarda les 2 enfants. Peu importe ce qu'on te dit, quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Je me battrai toujours pour toi. Toujours. Noah finit par parler. Maman dit, tu vas déménager loin. Je ne vais nulle part. Elle dit après l'audience, on risque de ne plus te revoir. Le John serra les dents. Marie empoisonnait ses enfants contre lui, utilisant leur amour comme une arme. C'était une guerre psychologique, et elle gagnait. Ça n'arrivera pas, Riley retira sa main. Comment le sais-tu ?
Parce que je te le promets. Tu as promis de ne plus jamais repartir pour l'armée. Mais tu l'as fait. John n'avait pas de réponse à cela. Parce qu'elle avait raison. La deuxième audience eut lieu un mardi matin de novembre. Le givre recouvrait les marches du palais de justice et le souffle de John se condensait dans l'air froid tandis qu'il montait vers l'entrée. Il était éveillé depuis 4 heures du matin, ruminant des scénarios dans sa tête, se préparant à l'attaque de Delaney Cobb. John arriva tôt et s'assit dans la galerie, regardant Marie et très chuchoté à la table du plif. Marie portait une autre robe, plus chère, bleu marine, avec des boutons argentés, qui coûtait probablement plus cher que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. Le costume de trait semblait tout à fait à sa place. Dans un magazine consacré aux hommes d'affaires prospères, avec ses boutons de manchette qui attiraient les néons de la salle d'audience. John n'a pas manqué de remarquer le contraste. 6 mois plus tôt, Marie découpait des coupons et faisait ses courses dans des magasins discount. Maintenant, elle s'habillait comme si l'argent n'était pas un problème, affirmant dans ses documents judiciaires que ses finances étaient serrées et que la pension alimentaire de John était essentielle à leur bien-être. Le juge Ledger entra et le rituel familier commença. John observa le visage de l'homme âgé, cherchant le moindre soupçon de ses pensées. Ancien marin, selon les recherches de Patterson, un homme qui comprenait le devoir et le sacrifice, mais les juges aux affaires familiales voyaient beaucoup de soldats brisés. Beaucoup d'hommes rentrés au pays avaient changé et ne pouvaient s'adapter à la vie civile. Delaney Cobb appela Marie à la barre en premier, la guidant dans une performance digne d'un Oscar. Marie parla de la distance émotionnelle de John, de son incapacité à créer des liens avec ses enfants, de ses tendances violentes qui l'effrayaient, elle et les enfants. « Vous a-t-il déjà menacé ?» demanda Cobb. Pas directement, mais il sentait la colère en lui maintenant. Une froideur. Les enfants ont peur de lui. Les mains de John se crispèrent sur ses genoux. Chaque mot était calculé pour le dépeindre comme un dangereux étranger au sein de sa propre famille. Étage M. Dobb. Comment les enfants réagissent-ils à son égard? Le visage de Marie s'adoucit. Très merveilleux avec eux, patient, gentil, présent. Il a été un meilleur père pour eux en 3 mois que John en 3 ans. Cobb hocha la tête avec sympathie. Votre honneur, ma cliente ne demande rien de déraisonnable. Elle demande stabilité, sécurité, une chance pour ses enfants de vivre une vie normale avec un homme qui accorde la priorité à la famille. John observa le visage du juge Ledger, guettant la moindre réaction. L'homme plus âgé prit des notes, mais ne trahit rien. Quand vint le tour de Patterson, il appela John à témoigner. John se dirigea vers la barre des témoins avec une attitude militaire, conscient que chacun dans la salle d'audience l'évaluait, le jugeait sa valeur en tant que père. Patterson l'interrogea sur ses états de service, ses décorations, son engagement envers sa famille. J'en répondis à chaque question. Clairement et honnêtement, mais il ressentait l'hostilité dans la pièce comme la chaleur d'un incendie. Cobb se leva ensuite pour le contre-interrogatoire. Monsieur Merritt, à combien de fêtes d'anniversaire de votre fille avez-vous assisté? 69, à combien de matchs de football de votre fils? Un calendrier de déploiement rendait difficile. Combien? Monsieur Amical se rapprocha de la barre des témoins. Votre honneur, cet homme a manqué des anniversaires, des événements scolaires, des vacances, des réunions. Parents professeurs. Il est déployé pendant des mois, laissant sa femme élever seule leurs enfants. Lorsqu'il est à la maison, il est émotionnellement indisponible, confronté à ce que je suppose être les effets psychologiques du combat. Elle se tourna vers John. Suivez-vous actuellement un traitement pour un trouble de stress post-traumatique? Patterson commença à objecter, mais John répondit avant qu'il puisse parler. Je vois un thérapeute. C'est la procédure standard après un déploiement, car vous souffrez de TSPT, car l'armée l'exige. Ce n'est pas ce que j'ai demandé à Monsieur Merritt. Souffrez-vous de TSPT? John regarda Marie et la vit le regarder avec un regard qui aurait pu être satisfaction. Il pensa à l'enveloppe en papier craft que Luc lui avait donnée, toujours fermée dans sa chambre d'hôtel. Il pensa à Tredob conduisant une voiture valant plus cher que la plupart des maisons tout en prétendant que son entreprise était en faillite. Oui, dit-il doucement. Je souffre de SSPT. Cobb sourit comme un requin au goût de sang. Et croyez-vous qu'un homme souffrant d'un traumatisme psychologique lié au combat devrait avoir accès sans surveillance à de jeunes enfants? Je ne ferai jamais de mal à mes enfants. Mais vous avez été entraîné à faire du mal aux gens, n'est-ce pas? À tuer.
Patterson finit par obtenir gain de cause, mais le mal était fait. John le voyait dans les yeux du juge Ledger, dans la façon dont Mary se tenait plus droite, dans le sourire satisfait de Trey. À la suspension d'audience, John se retrouva seul dans le couloir. Patterson était au téléphone, appelant probablement d'autres clients pour expliquer le retard de leur dossier. Mary et Trey avaient disparu avec Cobb, célébrant probablement leur victoire. John sortit dans l'air froid de novembre et appela Luke. « J'ai besoin de voir ce qu'il y avait dans cette enveloppe. » « John, ce soir, mon hôtel. Chambre. Apportez tout ce que vous avez. Ce n'est pas un jeu. » « Non, » dit John en regardant son souffle se brouiller dans l'air froid. « C'est la guerre. » Luke arriva à la chambre d'hôtel de J, une mallette à la main et l'air d'un homme sur le point d'enfreindre la loi fédérale. John avait étalé le contenu de l'enveloppe en papier craft sur le lit, des photos, des relevés bancaires, des manifestes d'expédition et des rapports de surveillance qui dépeignaient Trey Dobb comme quelqu'un de bien plus dangereux qu'un propriétaire de salle de sport en faillite. « C'est tout ?» demanda John. « Tout ce que je peux partager sans mettre fin à ma carrière ?» Luke était assis dans l'unique fauteuil de la pièce. Trey Dobb fait circuler des armes dans sa salle de sport depuis 18 mois. Des petites choses. Au début, des pistolets, des munitions, le genre de choses qui n'attirent pas l'attention. Mais ces derniers temps, il est devenu ambitieux. John examina une photo de Trey chargeant des caisses dans un camion de livraison. Quel genre d'ambition? Celle qui implique que du matériel militaire arrive entre les mains de personnes qui n'en ont absolument pas besoin. Luke ouvrit sa mallette et en sortit d'autres documents. Nous pensons qu'il fait partie d'un réseau plus vaste. Le terrorisme, les groupes antigouvernementaux, tout ça, et Mary. Ses comptes bancaires affichent des dépôts qui ne correspondent à aucune source de revenus légitime, des virements de sociétés écrans, des dépôts en espèces qui restent juste en dessous des exigences de déclaration fédérale. Soit elle est la blanchisseuse d'argent la plus intelligente du Tennessee, soit elle est coachée par quelqu'un qui connaît le système. John a pris un relevé bancaire avec le nom de Mary en haut. Des dépôts de 9 800 $ toutes les 2 semaines au cours des 6 derniers mois. Juste en dessous du seuil de 10 000 $ qui déclencherait une déclaration fédérale automatique. Elle sait ce qu'elle fait. On dirait. John a posé le relevé bancaire et a pris son téléphone. Il a parcouru ses contacts jusqu'à ce qu'il trouve le docteur Marlon Roer, le thérapeute que l'armée lui avait assigné. « Que faites-vous » a demandé Luke. Il prenait rendez-vous. Le cabinet du docteur occupait le 2e étage d'un bâtiment médical près de l'hôpital des anciens combattants. Les murs étaient décorés de paysages et d'affiches de motivation, le genre d'environnement résolument positif conçu pour que les soldats se sentent en sécurité lorsqu'ils parlent de choses qu'ils préfèrent oublier. John voyait Roer depuis 6 mois à surmonter la colère et l'hypervigilance qu'il avait suivi à son retour d'Afghanistan. Le médecin était un homme mince d'une 50aine d'années, au regard bienveillant et d'une patience infinie face aux réticences de John à se confier. « Tu as l'air différent aujourd'hui » dit Roer tandis que John s'installait dans le fauteuil en cuir familier. « Plus concentré. J'ai une question à te poser. » « Vas-y. Si quelqu'un utilisait mes enfants comme bouclier pour commettre des crimes, que me conseillerais-tu » Roer se pencha légèrement en avant. « C'est une hypothèse très précise. » « Ce n'est pas une hypothèse. » John a parlé du divorce, de Trey, de l'enquête fédérale et de l'implication apparente de Mary. Roer écoutait sans interruption, prenant des notes de temps en temps. « Tu décris une situation complexe, » dit Roer lorsque John eut terminé. « Tu as l'impression que tes enfants sont en danger, mais tu es limité par des systèmes juridiques et sociaux qui ne reconnaissent pas la menace. Quelque chose comme ça. Que veux-tu faire » John resta silencieux un long moment. « Pourquoi as-tu été formé pour faire » Identifier la cible. Planifier la mission. Exécuter avec précision. Et à quoi cela ressemblerait-il dans son contexte? Je ne sais pas encore. Roer posa son stylo. John, tu ne combats pas ton ex-femme. Tu ne combats même pas son petit ami. Tu protèges tes enfants d'une tempête qu'ils n'ont pas vu venir. Ces mots cristallisèrent quelque chose dans l'esprit de John. Il ne s'agissait pas de vengeance, de victoire ou de prouver que Mary avait tort. Il s'agissait de Riley et Noah, de les protéger de ceux qui. Il les utiliserait comme boucliers humains pour trafiquer des armes à des terroristes. Je dois être intelligent à ce sujet. Oui, c'est le cas. Et tu dois te rappeler que les compétences qui t'ont permis de survivre au combat peuvent être adaptées à différents types de batailles.
Cette nuit-là, John était assis dans sa chambre d'hôtel, les dossiers de Luke étalés sur le lit comme les pièces d'un puzzle tactique. Il recoupait les noms, les dates et les lieux, établissant une chronologie des activités criminelles de Trey et de l'implication de Mary. Il identifiait des schémas, des faiblesses et des opportunités qu'il pensait du juge Ledger, l'ancien marin qui comprenait le devoir et le sacrifice. Il pensait à l'arrogance de Delaney Cobb, à sa supposition que John n'était qu'un vétéran brisé parmi tant d'autres. Il pensait à la confiance de Mary au tribunal, à sa conviction d'avoir déjà gagné. John ouvrit son ordinateur portable et commença à taper, méthodiquement et impassiblement, comme s'il préparait une mission. La lampe de bureau de la chambre d'hôtel projetait une lumière crue sur le clavier tandis qu'il recoupait les noms, les dates et les lieux des dossiers de Luke. Il avait 3 semaines avant l'audience finale pour la garde des enfants. 3 semaines pour constituer un dossier qui ne se limiterait pas à gagnez-le ses enfants, mais assurez-vous leur sécurité. L'accès à la base de données fédérale Luke avait fourni des portes ouvertes que John n'avait jamais vues auparavant. Dossiers financiers, rapports de surveillance, communication intercepte un sentier numérique qui a peint Trey Dobb aussi bien pire qu'un propriétaire de gymnase défaillant avec des goûts coûteux. John a créé un calendrier à partir des premiers dépôts de banque suspects de Trey il y a 18 mois et suivant la progression de son entreprise criminelle. De petits montants aux premiers 5 000 ici, 10 000 là-bas. Mais les dépôts étaient devenus plus grands et plus fréquents. Il est toujours temps de correspondre à ce qui ressemblait à des transactions commerciales légitimes, mais étaient en fait couvertes pour quelque chose de beaucoup plus sombre. Il a référencé les dates avec les dossiers d'expédition que Luke avait inclus dans les fichiers. Des forfaits arrivant au Jim Iron Paradise à partir d'adresses dans les États avec des lois sur les armes à feu. Les packages redistribués aux adresses qui correspondent aux groupes de milices antigouvernementaux connus. Qu'à 3 heures du matin, John avait tracé toute l'opération de Trey. Le gymnase était un front utilisé pour blanchir de l'argent et distribuer des armes aux terroristes domestiques. Mary n'était pas seulement une petite amie pratique. Elle était une participante active utilisant ses connaissances bancaires de son diplôme de marketing pour structurer les transactions qui ont évité les exigences de déclaration fédérale. John a travaillé dans la nuit en établissant des liens entre les associés de Trey et les organisations criminelles connues, identifiant des modèles qui feraient saliver les procureurs fédéraux. À l'aube, il avait une stratégie qui allait au-delà de la garde à vue. Il avait un plan pour démanteler un réseau criminel entier qu'il n'était pas vengeant. C'était la justice. L'audience finale en garde à vue était prévue pour un jeudi matin de décembre. La neige était tombée la nuit précédente, enrobant Knoxville dans une fine couche de blanc qui a rendu les marches du palais de justice. Jean est arrivé au bâtiment 45 minutes plus tôt, portant une mallette en cuir qui contenait tout ce dont il aurait besoin pour terminer cette guerre une fois pour toutes. La mallette appartenait à son père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui l'avait transporté pour travailler tous les jours pendant 30 ans de la TVA. John l'avait hérité avec le sens du devoir de son père et sa réticence à reculer d'un combat lorsque sa famille a été menacée qu'il avait passé 3 semaines à se préparer à ce moment. Travailler avec Luke pour coordonner la minute. La mallette contenait un seul document scellé qui changerait tout. Mais d'abord, il a dû endurer la performance finale de Mary. La sécurité était plus serrée que d'habitude au palais de justice. John a remarqué des gardes supplémentaires, des hommes avec des écouteurs qui ne faisaient pas partie du personnel ordinaire. Les maréchaux fédéraux, probablement déjà en position de ce qui allait se dérouler. La salle d'audience du juge Ledger était plus pleine que d'habitude. Ward était sorti en quelque sorte que ce n'était pas seulement un autre différend de garde. Mary s'est assise à la table du demandeur avec Delaney Cobb, portant une robe bordeaux qui a probablement coûté plus cher que la facture mensuelle de J2J. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches, son maquillage parfait, chaque détail calculé pour projeter l'image d'une mère dévouée protégeant ses enfants d'un ex-mari instable. Trace s'est assis dans la galerie, confiant et suffisant, vérifiant sa montre chère comme s'il avait un endroit important à être après avoir regardé la vie de J se faire détruire. Il portait un costume de charbon de bois avec une cravate rouge, ressemblant à un homme d'affaires prospère plutôt qu'à un criminel qui a traité des armes à des terroristes domestiques. Trey ne savait pas que c'était que les agents fédéraux étaient déjà en position à l'extérieur du palais de justice, garés dans des véhicules non marqués avec des équipements de communication et des mandats d'arrêt. Ce que Mary ne savait pas, c'est que ses comptes bancaires étaient sous surveillance depuis des semaines, chaque transaction surveillée et enregistrée. Ce que Delaney Cobb ne savait pas, c'est que son client était sur le point de faire l'objet d'un acte d'accusation fédéral qui ferait la une des journaux à travers le Tennessee. John avait passé les 3 dernières semaines à se coordonner avec Luke et le groupe de travail fédéral,
à fournir des renseignements et à les aider à construire un cas hermétique. Chaque réunion avec Trey, chaque dépôt bancaire suspect, chaque expédition d'armes, tout a été documenté, enregistré et prêt à être présenté à un grand jury fédéral. L'ironie n'a pas été perdue pour John. Marie avait pensé qu'elle était si intelligente, en utilisant son diplôme en marketing pour structurer les transactions financières qui évitaient les exigences fédérales de déclaration. Mais son intelligence avait créé une piste papier que les procureurs fédéraux pouvaient suivre comme la chapelure à sa source. All Rise a annoncé le BEF alors que le juge Ledger entrait dans la salle d'audience. Cobb représentait sa déclaration d'ouverture, lançant dans un passionné discours sur l'inaptitude de John en tant que père. Elle l'a peint comme un vétéran dangereux dont le SSPT a fait de lui une menace pour ses propres enfants. Un homme si endommagé émotionnellement qu'il ne pouvait pas assurer la stabilité que Riley et Noah méritaient. Votre honneur, Cobb a déclaré, mon client a continué sa vie. Elle a trouvé un partenaire qui met la famille en premier, qui est présent pour chaque jeu scolaire et match de football, qui aime ses enfants comme s'ils étaient les siens. Monsieur Dobb a déjà fait ses preuves avec ces paroles de Monsieur Merritt. Elle est très, documentant les transferts de fils et les expéditions d'armes et les preuves pour les envoyer tous les deux en prison pendant 20 ans. Elle a décrit Trey comme patiente et aimante, un homme qui s'était intensifié lorsque John avait échoué. Il emmène Riley à ses cours de piano, a déclaré Marie, se tamponnant les yeux avec un tissu. Il aide Noah à ses devoirs. Il est tout ce que je voulais que John soit, mais jamais. Le juge Ledger l'a écouté passivement, prenant parfois des notes. Lorsque Cobb a terminé son examen, elle a cédé à Patterson pour un contre-interrogatoire. Patterson a posé quelques questions de routine, rien d'agressivité, rien qui suggérerait à John n'avait de nouvelles preuves ou stratégies. Il jouait parfaitement son rôle, faisant croire Marie et son équipe qu'ils avaient déjà gagné. Puis Patterson a appelé John pour témoigner. John se dirigea vers le stand des témoins avec la même comprasion qu'il avait utilisée en approchant des positions ennemies en Afghanistan. Il a prêté serment et a pris place, conscient que chaque personne dans la salle d'audience le regardait, le jugeant, décidant de son sort. Patterson a posé des questions sur sa relation avec ses enfants, son amour pour eux, son engagement envers leur sécurité et leur bien-être. J'en répondis clairement et honnêtement, mais il pouvait ressentir l'hostilité dans la pièce. Tout le monde avait déjà décidé de lui. Lorsque Patterson a terminé, Cobb a défendu ce qu'elle s'attendait clairement être le coup de tuer. Monsieur Merritt. Elle a dit, vous avez entendu le témoignage de mon client sur votre distance émotionnelle, votre incapacité à être présent pour vos enfants. Contestez-vous tout cela? Non, dit doucement John. J'ai été déployé. Les choses me manquent. Et vous avez entendu son témoignage sur Monsieur Dobb, sur quelle influence positive il a été sur Riley et Noah. Avez-vous des preuves pour contredire cela? J'en regarda directement Trey, qui se penchait en arrière sur son siège avec l'expression satisfaite d'un homme qui avait gagné. J'ai des inquiétudes concernant l'influence de Monsieur Dobb sur mes enfants. Quel genre de préoccupation? Je crains qu'il utilise ma famille pour blanchir de l'argent à partir des ventes d'armes illégales. La salle d'audience a éclaté. Cobb se retourna pour regarder John sous le choc. Le visage de Marie est devenu blanc. Trey a commencé à se tenir debout, puis a semblé y penser mieux. Votre honneur, Cobb a pulvérisé. C'est complètement inapproprié. Le juge Ledger a frappé son gavel. Commande. Monsieur Merritt. C'est une accusation très sérieuse. Avez-vous des preuves à l'appui? John tendit la main dans sa mallette et sortit une enveloppe scellée. Oui, votre honneur. Je fais. Il se dirigea vers le banc et remetta le juge Ledger l'enveloppe. L'homme plus âgé l'ouvrit et John regarda ses yeux s'élargir alors qu'il scannait la première page. Balef. Dit le juge Ledger tranquillement. Personne ne quitte cette salle d'audience. Le bawaf s'est déplacé vers les portes, se positionnant pour bloquer toute sortie. Le juge Ledger a continué à lire, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. Votre honneur, essaya à nouveau Cobb. Tout ce que Monsieur Merritt pense qu'il a découvert. Madame Cobb, a déclaré le juge Ledger sans lever les yeux des documents. Je vous suggère de rester silencieux. John est retourné à la barre des témoins et a attendu. Il pouvait voir Marie chuchoter frénétiquement à son avocat. Pouvait voir Trey vérifier son téléphone, essayant probablement de comprendre ce qui avait mal tourné. Le juge Ledger a fini de lire et a levé les yeux. Monsieur Merritt, où avez-vous obtenu ces informations?
Des forces de l'ordre fédéral, votre honneur. Je crois qu'il y a des agents qui attendent à l'extérieur qui peuvent vérifier son authenticité. Le juge Ledger hocha la tête au bef qui a ouvert les portes de la salle d'audience. Luke Easton est entré avec un costume et un badge fédéral, suivi de 2 autres agents que John ne reconnaissait pas. L'agent Easton, juge Ledger, a déclaré « Je suppose que vous êtes ici à propos de Monsieur Dobb. » Oui, votre honneur. Nous avons des mandats pour l'arrestation de Trey Dobb et Mary Langston pour des accusations fédérales de trafic d'armes, de blanchiment d'argent et de complot. Trey a finalement compris ce qui se passait. Il boucle de son siège, essayant de passer devant les autres spectateurs vers la sortie arrière. L'un des agents fédéraux l'a attrapé avant de faire 3 pas, le conduisant au sol avec le genre de retrait que John avait vu au combat. Mary se tenait gelée à la table du demandeur, son visage un masque de choc et d'incrédulité. « Je ne comprends pas, disait-elle. Je ne comprends pas. » Cobb rassemblait frénétiquement ses papiers, essayant probablement de comprendre comment se distancier des clients qui étaient sur le point d'être accusés de crimes fédéraux. Luke s'est approché du stand du témoin. « Monsieur Merritt, merci pour votre coopération dans cette enquête. Vos informations étaient inestimables. » John hocha la tête. Il n'a ressenti aucune satisfaction, aucun sentiment de victoire, seulement un professionnalisme froid qui venait de terminer une mission. Le juge Ledger a de nouveau frappé son gavel. Cette cour est en suspens en attente de ces accusations fédérales. Monsieur Merritt, je vous accorde une garde complète temporaire de vos enfants. En vigueur immédiatement. La mise en accusation de Mary a eu lieu le lundi suivant. John était assis dans la galerie, regardant alors qu'elle se tenait devant un juge fédéral dans une combinaison orange, ses mains enchaînées, ses vêtements coûteux remplacés par une tenue de prison du comté. Le procureur a lu les accusations. Conspiration dans la circulation des armes illégales, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et la mise en danger du bien-être des mineurs. Les éléments de preuve étaient des dossiers bancaires accablants, des appels téléphoniques enregistrés, des photographies de surveillance et des témoignages d'agents fédéraux qui avaient construit l'affaire depuis des mois que l'avocat de Mary, la courtise, Delaney Cobb, s'était retiré de l'affaire dès que les accusations fédérales ont été annoncées dans un plaidoyer de non coupable. Mais tout le monde dans la salle d'audience savait que c'était une formalité. Les preuves étaient trop fortes, le cas trop solide. Cette mise en accusation de Trey avait été le vendredi précédent. On lui avait refusé une caution après que les procureurs aient fait valoir qu'il était un risque de vol et un danger pour la communauté. Son opération de contrebande avait été plus étendue que quiconque ne l'avait réalisée, impliquant des armes militaires et des liens avec des organisations terroristes domestiques. Après la mise en accusation, John a rencontré le procureur fédéral Amanda Wells dans son bureau du centre-ville. Le bâtiment était l'une de ces tours de verre modernes qui ont germé du centre-ville de Knoxville au cours de la dernière décennie, un monument à la croissance de la ville et à la présence fédérale au Tennessee. Le bureau de Wells était au 15e étage avec des fenêtres qui regardaient la rivière du Tennessee et les montagnes au-delà. Wells était une femme non incense dans la quarantaine qui avait construit sa carrière à poursuivre les cas de crimes organisés et de terrorisme. Elle avait la construction maigre d'un coureur et des yeux pointus de quelqu'un qui avait passé des années à disséquer les entreprises criminelles et à trouver ses points faibles. Votre ex-femme regarde 20 ans au minimum, a déclaré Wells, glissant un fichier sur son bureau. Le dossier était épais, bourré de preuves qui feraient que tout avocat de la défense envisage un changement de carrière. Elle nous a déjà approchés pour un accord de plaidoyer. John a ouvert le dossier et a vu des photographies de Mary se rencontrer avec des associés connus du réseau criminel de Trey. Des dossiers bancaires montrant son rôle dans la structuration des transactions financières et des conversations téléphoniques enregistrées où elle a discuté des expéditions d'armes avec une familiarité occasionnelle. Quel genre d'accord ? Demanda John. Témoignage complet de la coopération contre Dobb et ses associés. Nom, date, emplacement, tout ce qu'elle sait sur l'opération. Les murs se penchèrent en arrière sur sa chaise. En échange, nous recommandons 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle dans 10 et la garde de mes enfants. Elle a accepté de renoncer à tous les droits parentaux dans le cadre de l'accord de plaidoyer. Pas de visite, pas de contact, pas de réclamation à la pension alimentaire pour enfants ou à des biens. Elle sait qu'elle est prison depuis longtemps. Monsieur Merritt, elle veut s'assurer que ses enfants ne sont pas laissés dans les limbes. John sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Un nœud de tension qu'il avait transporté pendant des mois qui se déménagera enfin. Mary avait choisi son chemin et maintenant elle faisait face aux conséquences. Mais au moins, elle essayait de faire une bonne chose pour Riley et Noah.
Et la maison? Saisi dans le cadre de l'enquête, mais bien sourit légèrement. Le ministère de la Défense a un programme pour les familles militaires touchées par les cas de terrorisme domestique. Ils ont autorisé une maison de remplacement près de Fort Campbell. Même valeur, meilleur quartier. John a pensé à recommencer, à propos de Riley et Noah à changer d'école et à laisser leurs amis. Mais ensuite, il a pensé à eux vivant dans une maison où Tredob avait mené des affaires illégales où des agents fédéraux avaient trouvé des preuves de trafic d'armes dans le garage. Nous le prendrons. Cet après-midi, John a ramassé ses enfants chez Jules, où ils séjournent depuis l'arrestation de leur mère. Riley et Noah se sont assis tranquillement à l'arrière de son camion alors qu'il les conduisait dans leur ancienne maison pour récupérer leurs biens. « Sommes-nous en difficulté ?» demanda Noah alors que John a déverrouillé la porte d'entrée. « Non, mon pote. Tu n'es pas en difficulté. »« Et maman ?» John s'agenouilla au niveau des yeux de Noé. « Maman a fait de mauvais choix. Elle va devoir faire face aux conséquences de ses choix. » Nous la voyons à nouveau. John regarda Riley, qui écoutait attentivement malgré une prétention de vérifier son téléphone. « Je ne sais pas. Peut-être un jour quand vous êtes plus âgé. Mais pour l'instant, ça va être nous. » Riley a finalement levé les yeux. « Allez-vous repartir? Pour l'armée? » Non. Je sors. Mon travail est maintenant de prendre soin de vous et de votre frère. Promesse. Jean se souvenait de toutes les promesses qu'il avait faites et brisées. Toutes les fois où il avait choisi le devoir sur sa famille. Je promets. 6 mois plus tard, John était assis sur le porche de leur nouvelle maison près de Fort Campbell, regardant Riley et Noah jouer dans la cour. La maison était plus grande que leur ancienne avec 4 chambres et un sous-sol où les enfants pouvaient passer du temps avec leurs amis. Le quartier était calme et sûr, plein de familles de militaires qui comprenaient les défis du service et du sacrifice. L'air de printemps portait l'odeur du chèvrefeuille et de l'herbe fraîchement coupée. John avait planté un jardin le long des tomates de clôture arrière, des poivrons, des herbes qui lui rappelaient le jardin de sa grand-mère quand il était garçon. Riley l'avait aidé à choisir les graines, et Noah avait insisté pour planter des tournesols qui devenaient déjà plus hauts que sa tête. Jules a vécu à 20 minutes dans une maison de ville qu'elle avait achetée après avoir été promue pour facturer une infirmière aux urgences. Elle a visité tous les dimanches pour le dîner, apportant des produits d'épicerie et séjournant pour aider avec les devoirs et les histoires au coucher. Les enfants adoraient leur tante et elle était devenue leur ancre dans les mois qui ont suivi l'arrestation et l'emprisonnement de Marie. Riley avait recommencé les cours de piano et se faisait des amis dans sa nouvelle école. Son professeur a dit qu'elle avait un talent naturel et la discipline pour le développer en quelque chose de spécial. Noah avait rejoint une équipe de football et avait marqué 2 buts lors de son premier match, coulant sur le terrain par la suite avec une pure joie que seuls les garçons de 6 ans pouvaient gérer. Ils ont toujours posé des questions sur Marie parfois, mais moins fréquemment au fil du temps et leur nouvelle vie est devenue leur vraie vie. John avait expliqué que leur mère était en prison, qu'elle avait fait des choix qui blessaient beaucoup de gens et qu'elle devrait purger sa peine avant qu'elle ne puisse les revoir. Il avait été honnête au sujet de la situation tout en les protégeant des détails les plus sombres de ses crimes. Le SSPT était meilleur aussi. Géré par une thérapie continue avec le docteur et la paix simple qui venait de savoir que ses enfants étaient en sécurité. John s'est toujours réveillé parfois au milieu de la nuit en vérifiant les serrures et les fenêtres. Mais l'hypervigilance qui avait défini son premier mois de maison s'estompait dans quelque chose de plus gérable qu'un camion postal s'est arrêté dans l'allée et que John a signé pour une lettre certifiée du bureau du procureur fédéral. L'accord de plaidoyer de Marie avait été finalisé. 15 ans de prison fédérale avec possibilité de libération conditionnelle dans 10. Trey avait été condamné à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. John a ouvert la lettre et a lu les détails, puis l'a pliée soigneusement et s'est dirigé vers l'arrière-cour. Riley et Noah construisaient une Ford hors des boîtes en carton, leur rire portant l'air du soir. Il a allumé le foyer extérieur et a regardé les flammes attrapées. Puis il a atteint son portefeuille et a sorti la lettre que Marie avait laissée sur leur table de cuisine il y a 8 mois. Celui qui avait commencé toute cette guerre. J'avais rencontré quelqu'un de mieux. John a laissé tomber la lettre dans le feu et l'a regardée brûler, le papier curling et noircissant jusqu'à ce que les mots de Marie disparaissent dans la fumée et les cendres. Quand il a complètement disparu, il s'est détourné du feu et s'est dirigé vers ses enfants vers la vie qu'ils construisaient ensemble. Riley leva les yeux à l'approche. « Papa, tu peux nous aider avec le toit. » « Bien sûr, dit John, s'agenouillant. À côté du fort en carton. « De quoi avez-vous besoin ?»